un écran. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à Léonard Paris. Vous êtes ici, pour ceux et celles qui ne sont encore jamais venus, dans un lieu qui a été fondé par Vinci, voici 3 ans maintenant, et qui est dédié à la transition et au futur des métiers, de la construction, des mobilités, de l'énergie, bref, des métiers qui font les villes et les territoires. C'est un lieu de travail pour les innovateurs de Vinci et pour leurs partenaires. C'est un lieu d'incubation et d'accélération de projets innovants. On accueille ici jusqu'à 200 personnes qui sont membres de projets qui sont nés de l'imagination des collaborateurs de Vinci, nés dans les business units de ce groupe, ou encore de l'imagination d'entrepreneurs, de start-up qui travaillent avec nous. Et c'est aussi, et surtout, disons pour ce matin, un lieu de rencontre où on organise une centaine de rencontres tous les ans, qui sont toutes, autant qu'elles sont publiques et gratuites, et dont un certain nombre se jouent. Alors habituellement fin juin, début juillet, ces jours-ci, donc fin septembre, début octobre, pendant ce festival qu'on a intitulé Building Beyond. Ce festival, c'est une trentaine de rencontres qui se jouent donc sur 2 semaines. Cette semaine, on a commencé le 21 septembre, lundi. On terminera vendredi 2 octobre, la semaine prochaine. Et on parcourt tout au long donc d'une trentaine d'événements, sous forme de table ronde le plus souvent, mais aussi d'ateliers, de projections, débats comme hier. On organise donc un certain nombre de ces rencontres qui permettent de passer en revue les grandes transitions auxquelles font face précisément les métiers des villes et des territoires. Ces transitions, elles sont d'ordre numérique. Ça fait 20 ans qu'on vit avec la transition numérique. Elles sont environnementales, et c'est évidemment un sujet dont il est énormément question dans ces métiers. Et ces transitions, elles sont aussi sociales. Et c'est de ce dont nous allons parler aujourd'hui avec la Fondation Vinci pour la Cité, qui est l'un des résidents de Léonard Paris, aux côtés de Léonard, que je représente aujourd'hui, de la Fabrique de la Cité, qui est un think tank qui observe les mutations urbaines, et du Lab Recherche Environnement, qui est un partenaire de recherche entre Vinci et les écoles de Paris Tech. Je vais passer la parole à Flavie, et je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de consulter le programme donc, qui vous est laissé en distribution ici, et de revenir nous voir. À bientôt. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Flavie Després, je suis la directrice et la fondatrice d'un média qui s'appelle Care News, qui est dédié aux acteurs de l'engagement. Je suis très contente d'être ici ce matin et je remercie la Fondation Vinci pour la Cité pour l'invitation. On va parler d'entrepreneuriat social et inclusif, on va parler de nouveaux métiers, on va parler de territoire, avec un lien fort sur la crise sanitaire qui perdure. Moi, je dirige un média qui est dédié à des acteurs qui sont des associations, des fondations, et au cœur de la crise sanitaire, on a vraiment fait des heures au carré pour essayer de refléter les élans de solidarité, tout ce que recèle ce secteur de l'économie sociale et solidaire, d'ingéniosité, de réactivité, pour ne laisser personne de côté et pour essayer de rester dans une société qui est, si ce n'est solidaire, du moins cohérente. Il y a eu beaucoup de dons de particuliers. Il y a eu des élans de solidarité citoyens. Je ne vais pas vous embêter avec des chiffres, mais il y en a quand même un important, c'est que les entreprises ont vraiment fait leur part des choses, dont voilà, il y a eu un don important de la Fondation Vinci de 10 millions qui a aidé un certain nombre de projets dont au moins 3 sont autour de moi aujourd'hui. Du coup, là, on a 1 heure pour discuter en fait de ce que la crise a apporté de bon. Comment est-ce qu'on a fait des pirouettes quand on est un entrepreneur social? Comment on crée une structure qui répond à un besoin? Comment on a une structure qui répond déjà à un besoin et comment on fait face à un besoin croissant avec des moyens limités par les conditions sanitaires et économiques? Comment on ne laisse personne de côté et comment on crée du lien entre tous? Je vais vous présenter rapidement les personnes qui sont autour de moi et ensuite, surtout, ce qu'on va faire, c'est discuter de leurs projets et de voir comment on a lié la réactivité avec la crise et aussi également une certaine pérennité, quelles leçons on a tirées de ce Covid et de ce confinement. On a 1 heure de discussion et après, vous pourrez poser des questions. N'hésitez pas à vraiment en préparer un certain nombre pour que ça puisse être interactif. Je crois qu'on est tous ici pour essayer de transmettre ce qu'on a appris et des messages.
Donc, il y aura une vraie session de questions-réponses à la fin. Bon, je vais commencer par le bout de la file. Bonjour Nathalie. Nathalie Rosquevas, vous travaillez dans C'est qui le patron? Je pense que tout le monde a au moins déjà acheté la fameuse boîte de coquillettes. Je ne sais pas si la brique de lait ou la boîte de coquillettes est la plus célèbre, mais la brique de lait. C'est la brique de lait. Bon, j'étais partie sur les coquillettes. Et pendant la crise, vous allez nous expliquer, mais vous avez monté de façon très rapide un fonds de solidarité aux commerçants et aux agriculteurs. Voilà, donc ça, c'était votre projet. Aussi, oui. Et au personnel soignant, et ça perdure encore. Yann Auger, vous êtes le directeur d'Andes, qui est un réseau d'épicerie solidaire qui est rattaché au groupe SOS. J'ai tout bon. Pierre Guérin, alors vous, c'est un métier tout nouveau pour vous. Vous présidez le projet Résilience, qui est un projet qui est un projet d'insertion et de Made in France des métiers du tissu. Donc, on a tous des masques Résilience. Voilà, donc ça, c'est le produit que vous avez. Vous allez nous expliquer comment c'est venu très rapidement, mais c'est pas votre métier d'origine. Vous allez nous raconter, mais voilà, depuis 6 mois, vous œuvrez. Et enfin, bonjour Laura Chupin. Vous êtes responsable des partenariats de Chemin d'avenir. Chemin d'avenir, donc c'est une association qui aide les jeunes qui sont plutôt dans des milieux ruraux à avoir les mêmes opportunités que tous les autres. Super. Moi, je voudrais vous poser une première question. Je vais peut-être commencer par vous, Pierre, parce que pour le coup, c'est un nouveau métier pour vous. Comment on fait quand la crise nous tombe dessus? Parce qu'aujourd'hui, le projet Résilience est très connu et établi et économiquement et en termes d'emploi. Mais comment vous avez fait pour, en quelques jours ou quelques semaines, lancer un projet de cette ampleur? Oui, donc moi, je dirige la holding de la famille fondatrice de Decathlon et je préside le comité financier de cette entreprise que j'aime beaucoup. Et en fait, pendant la première semaine du confinement, comme vous tous, en fait, j'ai beaucoup travaillé et dans un environnement qui était très stressant. Et le vendredi soir, en fait, de cette première semaine, je me dis, mais je peux pas juste essayer de faire mon boulot. J'avais en tête, en fait, l'intervention du président de la République qui disait c'est la guerre. Je me dis, pendant la guerre, c'est la guerre, donc il faut faire autre chose que ce que je fais habituellement. Et donc, j'ai appelé un de mes amis, c'était à 23h un vendredi soir, Thibaut Guilhuy, en disant qu'est-ce qu'on fait Thibaut? Et puis on a discuté, on dit on va faire des masques. Il savait pas faire des masques, moi non plus, on n'y connaît rien en textile. Du coup, le lendemain, on s'est dit, bon, on va trouver des gens qui font du textile. Donc, c'était le samedi. On a trouvé 2 personnes, Christophe Lépine et Carole Giraud. Le dimanche, j'ai appelé mon patron, donc la famille Leclerc, en leur disant, on a un projet, on veut faire des masques, on veut faire 2 millions de masques. J'ai besoin d'argent. Ils m'ont dit OK. Je dis, vous le reverrez pas. Ils m'ont dit OK. Et le mardi, en fait, on a fait le premier prototype de masque. Et 10 jours après, ce week-end de démarrage, en fait, on avait créé la société, créé le compte en banque, etc. Et on a reçu l'équivalent de 13 millions d'euros en fait, de commandes de masques sur le compte. Et donc, vu qu'on voulait faire 2 millions de masques et que 13 millions d'euros, ça ne fait pas du tout 2 millions de masques, ça fait plutôt 6 millions de masques, on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse plus. Et dès le début de ce projet, l'idée, c'était de le faire avec les entreprises sociales et solidaires. Donc les EI et les EA. Et donc voilà, et on a créé Sans Emploi à Roubaix, et après on a fait travailler des ateliers partout en France. Et donc aujourd'hui, on est à 22 millions de masques en fait produits par notamment des entreprises d'insertion et des entreprises adaptées. Et le projet continue, mais on en parlera tout à l'heure. Oui, et sur cette hyper croissance vraiment rapide. On peut peut-être préciser que Thibaut Guilhuy est haut commissaire à l'insertion, donc il sait pas faire des masques, mais normalement il a quand même Il sait mettre des gens en réseau. Il sait mettre des gens en réseau et il sait travailler sur des questions. Mais déjà, pourquoi avoir fait ce choix fort de vouloir faire du Made in France et avec des entreprises d'insertion? C'est pas cumuler les obstacles, mais c'est un certain nombre de contraintes. Pourquoi avoir vraiment décidé que chaque élément de ce projet
devait être solidaire, social et inclusif? Ça, c'est le truc sympa quand on crée un projet, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc, on s'est dit, on va le faire de manière solidaire et inclusive. On va essayer de le faire en ayant le moins d'impact environnemental possible. On va le faire de manière non lucrative. Et il y a une thématique dans le projet, c'était qu'on donnait, pendant la crise, on a donné des masques au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge, à plus de 30 associations en France. Et donc, on s'est dit, si on faisait un projet de rêve, en fait, qu'est-ce qu'on écrirait dessus? Et puis, on s'est dit, OK, on essaye de le faire. De toute façon, on prenait pas trop de risques. C'était la guerre. Donc, et en fait, ça, c'était énormément de contraintes. Mais plus le projet est fort, en fait, plus on a de chances de renverser les contraintes. Donc, je sais pas trop comment on a fait. Moi, je pense qu'on a fait confiance aux gens et ils se sont bougés. Mais réexpliquer, et si vous me disiez, tiens, on repart de zéro et refaites-le, je suis pas sûr qu'on réussirait. Donc, j'ai pas de recette magique. Et j'ai une dernière question avant qu'on passe à un autre projet. Il y a une coopération très forte au niveau local. Parce que là, on parle pas mal des Hauts-de-France. Pierre et moi, on est alto-français tous les deux, donc je confirme que c'est une très belle région pleine de valeurs. Mais comment vous avez mis en lien des acteurs locaux et ensuite aussi comment, quand ça grandit, parce que quand il y a un lieu, ça va, un deuxième, j'imagine, mais maintenant que c'est implanté dans plusieurs lieux, comment on garde les valeurs? Comment on est sûr que le projet, quand il grandit, il garde le même esprit? Le projet, il a grandi, il a tout de suite été grand, en fait, parce que 3 semaines après la création, on faisait travailler 2500 personnes dans 65 ateliers en France. C'est vrai qu'en espace-temps, en 4 jours, et donc, du coup, on a toujours été, on est passé de rien à beaucoup. Et en fait, c'est le fait qu'on ait beaucoup de masques à produire, on s'est dit comment on fait. Et donc, on a demandé à tous les ateliers d'insertion et les entreprises adaptées de France de nous aider. Il y a Toyota qui a fait des masques, Valeo, parce que leurs usines étaient fermées, donc on leur a dit, faites un truc. Ils ont fait des masques. Il y a une association dans le Nord qui s'appelle Souffle du Nord, qui a fait bosser 2500 bénévoles chez elle qui faisaient des masques. Il y a la Ligue d'athlétisme des Hauts-de-France. Vraiment, tout le monde, tous ceux qui voulaient rentrer dans le projet sont rentrés, parce qu'en fait, on ne demandait pas la carte d'identité, on demandait juste si vous voulez faire des masques, et on les paye 70 centimes le masque. Et donc, c'était assez simple. Et donc, il n'y avait pas un gros critère de sélection. On prenait tout le monde et tout le monde a fait le job. Merci beaucoup. Yann, donc vous faites un métier qui, j'allais dire malheureusement, est ancien, c'est de diriger un réseau d'épiceries solidaires qui permettent à tout le monde de pouvoir manger des aliments de qualité, quels que soient les revenus. J'imagine que quand on a un réseau d'épiceries solidaires et qu'il y a un confinement, c'est aussi un peu la guerre. Ça a été quoi les premières réactions? Est-ce que vous avez dû changer très rapidement les choses? Alors oui, effectivement, les premiers jours, le premier jour en tout cas pour commencer, c'était la panique à bord, un peu comme partout. Donc on a pu constater dans la première semaine qu'il y avait beaucoup de structures d'aide alimentaire, que ce soit les épiceries ou d'autres structures qui fermaient et qui laissaient donc des centaines de milliers de personnes dans la difficulté. Donc nous, dans le réseau, on a 380 structures, 380 épiceries. Et la première semaine, à un moment, il n'y en avait plus que 55% qui étaient ouvertes. Donc, on avait un petit souci, effectivement. Et alors, très, très vite, on s'est réorganisé. Il y a eu une créativité assez incroyable sur le terrain. Avant d'en venir peut-être aux solutions, je vous dis aussi ce qui a contribué à ce qu'on se retrouve dans cette situation avec seulement 55% de structures ouvertes. Plusieurs problématiques du bénévolat. Dans l'aide alimentaire, le secteur fonctionne avec le soutien de plus de 200 000 personnes bénévoles. C'est énorme, c'est un secteur qui ne pourrait pas fonctionner sans ces bénévoles. C'est le cas dans les épiceries également. Et il se trouve qu'une bonne partie de ces bénévoles ont plus de 65 ans et tout naturellement se sont retirés pour se protéger. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un manque de bras dans les épiceries et il a fallu trouver des solutions pour le compenser. On en parlera peut-être un peu. Autre problématique, une problématique d'approvisionnement, puisqu'en moyenne, l'approvisionnement alimentaire des épiceries provient à 70% de la lutte contre le gaspillage, avec beaucoup de dons, en particulier des supermarchés.
Et si vous vous souvenez, la première quinzaine de mars, c'était la panique à bord aussi dans les supermarchés, des files d'attente, des rayons vides, des salariés en moins, etc. Et autant vous dire que les dons ont quand même, sont tombés à un niveau beaucoup plus bas. Donc il a fallu acheter beaucoup plus, donc un gros impact économique pour les épiceries, etc. Enfin voilà, des conséquences en chaîne liées au déclenchement de ce confinement. Voilà, ça c'est deux des difficultés. Il y en avait potentiellement d'autres, mais je pense que ce sont les deux principales à retenir. Alors oui, donc pour en venir à ce point-là, on s'est réorganisé très vite. En quelques semaines, on est remonté à peu près 95% de nos structures ouvertes, puisqu'il fallait continuer à faire face aux besoins qui étaient en hausse. Nous, on a pu constater pendant le confinement une hausse de la fréquentation de 39%. Donc ça vous donne une petite idée de la vague qu'il a fallu absorber. Et donc, ces réorganisations, c'est quoi? C'est par exemple une mise en place de systèmes de drive, de livraison, de prise de rendez-vous pour venir dans les épiceries, alors que en temps normal, ça fonctionne comme un commerce quelconque. Donc voilà, tout un tas d'idées pour réussir à concilier un approvisionnement alimentaire pour les personnes et les contraintes liées à la crise. Voilà, ce qui a un petit peu souffert de cette réorganisation, c'est toute la partie accompagnement social qui fait partie du modèle. Et autant vous dire que toutes les animations, par exemple, dans les épiceries en collectif pour les bénéficiaires, ont un petit peu été mises entre parenthèses pour se concentrer sur cet approvisionnement et sur la fourniture de denrées pour tous. Y compris, et puis après vous me dites si je suis trop long, mais y compris sous la forme de colis gratuits, ce qui n'est pas la pratique habituelle, puisque dans les épiceries sociales en général, on facture entre 10 et 30% de la valeur marchande des produits. Donc les personnes participent financièrement. Et là, c'était tellement le raz-de-marée que beaucoup d'épiceries se sont mis à faire des colis gratuits, comme le font d'autres confrères du secteur de l'aide alimentaire. Voilà, ça fait partie des réorganisations. Il fallait quand même trouver les produits pour faire des colis gratuits. Et puis, je vous parlais d'impact économique. Les épiceries ont quand même perdu les recettes correspondant à 10 ou 30% de la valeur marchande des produits. Bon, voilà quelques-unes des réorganisations pendant la période. Alors moi, j'avais deux questions consécutives. C'est, est-ce que vous pouvez nous parler de l'afflux des nouveaux bénéficiaires ou clients, je ne sais pas comment vous souhaitez les appeler, mais dont on a beaucoup parlé dans les médias et qui sont une réalité de cette crise aussi? On peut dire les deux, on peut dire client, on peut dire bénéficiaire, on peut dire client bénéficiaire. Enfin, voilà, on débat souvent dans le secteur pour savoir quel est le meilleur vocable. Je pense que vous avez tous entendu parler de ces nouvelles situations sociales un petit peu difficiles pendant la crise. Les médias en ont beaucoup parlé et ce que je vais vous dire est tout à fait conforme à ce que vous avez pu entendre, je pense. Dans les 39% de fréquentation en plus, il y a eu beaucoup d'étudiants précaires, de personnes qui se sont retrouvées non renouvelées dans leur contrat court ou dans leur mission d'intérim, etc., et qui du coup se sont retrouvées dans la difficulté. Un certain nombre de familles également du fait de la fermeture des écoles et donc des cantines scolaires. Et donc ça peut avoir un impact très fort sur les familles. Donc voilà, tout ce que vous avez pu entendre pendant cette période-là, et là c'est vrai, tous ces nouveaux publics se sont présentés à l'aide alimentaire assez massivement. Je vous ai parlé de plus 39%. Pour vous donner un chiffre peut-être un petit peu plus global, l'État estime que le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire est passé de 5 à 8 millions de personnes ces derniers mois. Donc en fait, ça fait plus que 10% de la population, hein, donc c'est absolument énormissime. Même si je pense qu'il y a quelques doublons dans les comptes qui sont faits, voilà, ça donne quand même une tendance assez vertigineuse. Merci beaucoup, Yann. Nathalie, je vais me tourner vers vous pour qu'on parle de C'est qui le patron, qui est un projet qui en soi est original. C'est bon, je pense que tout le monde connaît, donc je ne vais pas vous faire un cours sur C'est qui le patron. Non ? C'est la marque, mais vous allez raconter, Nathalie, a pour principe de penser le produit avant qu'il ne soit conçu, donc d'interroger le consommateur. Ça s'appelle je crois que le sous-titre est la marque du consommateur, et de rétribuer à juste prix les producteurs qui sont derrière. Donc il y a une inclusion du client, enfin plutôt du producteur au client qui est très forte. Les deux.
Je vous laisse compléter mon propos, Nathalie. Oui, merci. En fait, C'est qui le patron, donc c'est une démarche de consommateur où en fait on s'est vraiment retrouvé un jour et on s'est dit, en fait, on achète des produits en grande surface avec notre argent et on ne sait pas où va cet argent. Et en fait, on sait à peu près qu'il détruit des vies à l'autre bout de la chaîne. Et ces vies, ce sont les producteurs qui produisent pour des prix qui sont quand même assez ridicules et pour lesquels, en fait, on demande à ces gens-là d'être les seuls au monde à ne pas savoir combien ils vont gagner à la fin de leur mois. Et on s'est dit que ça pouvait pas durer. Donc, on a souhaité, en fait, repartir de la base. C'est-à-dire déjà, qu'est-ce qu'on veut voir arriver dans les rayons? Comment on veut le voir produit? Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour que les producteurs soient sûrs d'avoir une rémunération fixe et avec une juste rémunération? Et ça a très bien pris. Au départ, on nous a tous dit que on était fous et que personne serait prêt à payer plus pour avoir une brique de lait similaire. Et sauf qu'elle n'était pas tout à fait similaire aux autres. Elle était porteuse de plus de valeur, de plus d'équité, avec un très beau cahier des charges aussi, puisqu'on ne fait pas de la charité, on fait de la juste rémunération. Donc, on demande aux producteurs tous collectivement de faire des efforts de cahier des charges, de production, d'adaptation de ces méthodes d'agriculture en échange d'une juste rémunération. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment un grand succès. Enfin, on pensait vendre 5 millions de litres de lait. On en est à quasiment 1 million par semaine. Donc, ça fait du coup toujours plus de producteurs qu'on peut intégrer dans la démarche. Il y en a qui aujourd'hui vendent 100% de leur lait dans cette démarche. Et puis, au fur et à mesure que les volumes augmentent, on peut intégrer de nouveaux producteurs. Et donc, et eux, ça leur permet d'avoir leur rémunération qui monte. Et donc, le but du jeu, c'est qu'elle monte au maximum. Voilà, donc ça, c'est qui le patron. Et effectivement, pardon, vous voulez peut-être reprendre la parole? Non, merci pour ces précisions. Mais donc là, vous devinez ma question suivante, c'est pendant la crise, donc en fait, il y a eu les pénuries dont on a parlé. Enfin, les gens se sont rués littéralement sur un certain nombre de produits de base, dont, enfin voilà, les coquillettes, j'imagine, enfin les pâtes, etc. Donc vous, ça a dû créer un mouvement de plus d'emploi, plus rémunérateur. Mais on a vu aussi des agriculteurs désespérés parce qu'ils savaient pas quoi faire de leur production, des commerçants en difficulté. Et donc, il y a eu ce paradoxe de plus de revenus, mais aussi plus de difficultés. Et vous, en plus de la marque du consommateur, vous avez créé un fonds de solidarité. Donc, vous allez nous parler. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous dire, on a une marque qui a déjà des valeurs et en plus, là, il faut qu'on réagisse et qu'on fasse quelque chose? Alors, je pense qu'en fait, c'est venu très, très naturellement, puisque effectivement, on a fait partie de ces entreprises qui ont bénéficié du confinement. Nous, on vend en supermarché, en grande distribution, et il n'y avait plus que ça pour se nourrir, donc avec toutes les pénuries en plus, donc sur du lait, des pâtes, de la farine, des œufs, ça a été la ruée vers l'or presque. Et du coup, ce qu'il y a, c'est que nous, tous les mois, on publie toujours tous nos chiffres de vente. Et quand on a reçu les premiers chiffres de vente, on a vu qu'on faisait plus 100 000 euros sur un mois. Et en fait, au départ, je pense que n'importe qui se serait dit youpi. Mais nous, ça nous a paru vraiment très choquant. J'ai Noémie qui est avec moi, qui est avec nous. Elle fait partie de l'équipe. Et en fait, ça nous a paru tous très choquant de se réjouir de cette situation. Et on s'est dit, en fait, ça peut pas, on peut pas, même si on va en faire des belles choses, on peut pas le garder pour nous, parce que de toute façon, même si on le répartissait sur les producteurs qui sont dans la démarche, finalement, ça ferait un pouillème, donc en vrai, ça changerait pas grand-chose. Par contre, si on commence à dire qu'on fait 100 000 euros par mois sur toute la période et plus après, là, on commence à parler de chiffres plutôt sympathiques. Et donc, ces chiffres-là, nous, on en bénéficie. Il y en a d'autres qui en bénéficient pas parce que leurs commerces sont fermés. En fait, on va leur rendre. Et donc, là, c'est comme vous disiez tout à l'heure, quand on est motivé, là, toute l'équipe s'est mobilisée. Tout le monde venait en disant, si vous le faites, on y va, on rajoute un peu de temps de travail. Et très vite, on a monté une association parce que c'est très facile à monter une association. Ça va vite. Il y a des coquilles qui existent. Nous, particulièrement, chez notre avocat, il y avait une coquille et on a récupéré cette coquille. On l'a renommée
on s'est remis dedans et puis hop, voilà, comme vous dites, on ouvre un compte bancaire, on met les premiers fonds. Alors oui, au début, c'est un peu la cacophonie, ça tire un peu dans tous les sens, mais bon, après on rattrape les choses, faut accepter de se lancer. Et on a voulu faire ce fonds vraiment sur le mode associatif, avec vraiment des bénévoles qui sont de partout en France et qui participent à la vie de ce fonds. Et voilà, ce fonds, il a pour but de dire, alors au départ c'était très large, bien sûr, parce qu'on n'avait rien cadré du tout, et on avait dit on viendra en aide à toutes les personnes qui ont perdu des revenus. Bon, sauf qu'en fait, il y en avait quand même vraiment beaucoup. et donc les premiers dossiers, ça partait dans tous les sens. On a été obligé de recadrer et de s'adresser uniquement aux personnes qui normalement avaient une activité professionnelle et qui là l'avaient perdue et du coup n'avaient plus de revenus. Donc voilà, on a fait un choix, il fallait en faire un, on a pris celui-là. Et l'idée c'était de se dire c'est quand même incroyable que il y ait des gens qui d'habitude travaillent et là ne peuvent plus faire des courses parce qu'ils n'ont plus de revenus. Donc on va essayer de réparer ça. Donc on a fait ça et donc c'est des dossiers. Les gens posent une demande qu'on a fait vraiment très très simple et pas du tout administrative ni rien. On demande juste une petite vidéo parce que on peut pas se rencontrer, donc au moins on se présente en vidéo. Et puis après, ce sont des bénévoles qui regardent les dossiers, vérifient qu'il n'y a pas de loup quand même, et puis après attribuent les sommes qui sont demandées par les demandeurs, par les bénéficiaires. Voilà. Donc il y a des bénévoles, mais ce qui est assez impressionnant, c'est que vous avez entraîné un certain nombre d'entreprises. Oui. Aussi dans ce fond, après je vous poserai à tous la question, parce que ce qui est intéressant dans chacun de vos projets, c'est l'union entre le citoyen, l'association, les pouvoirs publics et l'entreprise. Et est-ce que c'est venu rapidement? Enfin, comment vous avez fait pour avoir un aussi gros nombre de soutiens aussi rapide? Alors, je pense que déjà, vu que nous, c'est qui le patron à l'initiative, on a directement annoncé qu'on allait mettre. En fait, c'est plus facile aussi quand on est moteur d'entraîner les autres et donc de dire si nous on y arrive à notre petite échelle, parce qu'aujourd'hui on est un peu connu, mais comparé à certains autres, ça n'a rien à voir et nos chiffres n'ont rien à voir avec quelques gros acteurs du secteur. Et donc on a dit si nous on peut le faire, chacun à notre échelle, on est capable de faire quelque chose. Et donc c'est comme ça qu'on a entraîné nos partenaires principaux déjà, donc Carrefour, la laiterie LSDH, Panzani également, où on a un peu pris, on va dire, en communication et qui s'est volontiers joint à l'aventure. Et puis après, voilà, quelques autres partenaires sont venus s'ajouter. Et là, on va pouvoir montrer là vraiment les premières actions et récupérer après de nouveaux donateurs, quoi. On parlera après des projets à venir. Mais je voulais vous faire réagir sur quelque chose qui, nous a beaucoup marqué. Enfin, je parle de l'équipe de la rédaction chez CareNews, mais je pense d'autres gens, c'est que vous avez décidé de concevoir ce projet avec beaucoup de transparence. Tout le temps, les chiffres, etc. Et d'ailleurs, c'est qui le patron a un process qui est comme ça très, très transparent et où les gens peuvent trouver des informations à tous les niveaux assez rapidement. Est-ce que c'est facile déjà en temps de crise de se dire il faut quand même maintenir cette exigence alors que justement quand ça part un peu dans tous les sens, c'est beaucoup moins facile. Et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui a contribué à justement entraîner l'élan de solidarité qui est derrière? Alors déjà, je pense que oui, c'est assez facile. C'est assez facile dans le sens où, en fait, comme vous disiez tout à l'heure, quand on monte une entreprise, quand on monte une association ou quoi que ce soit, on a la chance de pouvoir dire comment est-ce qu'on voudrait le faire. Et nous, c'est assez naturel dans l'équipe que tout le monde fonctionne en transparence. Et on s'est dit, en fait, aujourd'hui, on est tous plus ou moins donateurs dans des associations où l'argent rentre, on ne sait pas trop malheureusement où il sort. On continue à le faire, mais bon, voilà. Et sauf qu'on là, on voulait vraiment essayer de changer les choses et de dire, on veut assurer aux gens que l'argent qu'ils vont mettre à un endroit, ils vont savoir exactement où est-ce qu'il est passé. Et on va réfléchir tout le projet comme ça. Donc on veut avoir des témoignages des gens, pas pour dire qu'on leur a sauvé la vie, c'est pas le but, mais pour qu'ils disent qu'ils ont bien reçu l'argent au centime près. Et ça, c'est assez rassurant pour tout le monde. C'est rassurant pour les bénévoles, c'est rassurant pour l'équipe, c'est rassurant pour les donateurs et même pour les demandeurs qui vont pas se retrouver pris dans un truc où finalement ils savent pas trop ce qu'ils vont recevoir à la fin. Et ça, c'est assez facile à mettre en place puisque quand vous réfléchissez comme ça,
finalement, le moindre problème, vous pouvez l'expliquer en permanence. Et si vous êtes juste dans vos valeurs, droit dans vos bottes, en fait, tout s'excuse, tout se comprend, tout se pardonne. Enfin, et donc les petits cafouillages, voilà, ça arrive et on rappelle, on explique et puis ça se récupère, quoi. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, Laura, je me retourne vers vous. Donc là, on va parler d'un sujet qui est complètement différent, mais qui a aussi beaucoup fait parler de lui malheureusement dans les médias. C'est le problème de la fracture numérique. Et quand on est isolé, quand on est confiné, le lien social, il est pour la plupart des gens numérique. Et pour les jeunes, notamment, c'est même plus qu'un lien social, c'est leur moyen d'apprentissage et d'étudier. Il y a eu un collectif qui s'est mis en place extrêmement rapidement parce qu'il faut savoir se servir d'un outil, mais avant tout, faut-il avoir des outils. Et je pense que la crise nous a permis à beaucoup de réaliser une évidence, malheureusement, qu'on n'avait pas forcément en tête, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas équipés. Et il y a beaucoup de jeunes, en fait, qui n'ont pas les moyens numériques de pouvoir faire leurs études. Est-ce que vous pouvez nous parler du collectif qui, très rapidement, a œuvré pour pouvoir réunir tous les ordinateurs et les tablettes pour les jeunes? Ouais. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Et effectivement, je suis là sous une double casquette puisque je suis responsable des partenariats chez Chemin d'Avenir qui lutte contre la fracture numérique. Et aussi, Chemin d'Avenir est membre du collectif Mentorat. Alors, le collectif Mentorat, c'est quoi? C'est un regroupement de 8 associations françaises qui ont toutes fait du mentorat le cœur de leur métier. Au début de la crise du confinement en mars, le collectif Mentorat était encore très jeune puisqu'il existait depuis à peine 6 mois et il est vraiment né sous forme d'échanges informels parce que l'idée d'origine, c'était de mieux se connaître entre nous, d'échanger nos pratiques, de travailler à développer un label en France pour toutes les structures qui souhaiteraient mettre en place du mentorat dans leurs actions et surtout mettre en valeur le mentorat et l'inscrire dans les politiques publiques. Pendant 6 mois, le collectif Mentorat s'est structuré et consolidé et j'ai envie de dire que la crise a eu un effet accélérateur sur son existence puisque très vite, on a décidé de s'engager d'une part en faveur de la fracture numérique et d'autre part en faveur de la continuité pédagogique. Donc, on a participé à 2 actions. La première action, c'était une opération qui s'appelle Connexion d'urgence, qui a été montée en lien avec plusieurs acteurs, dont d'ailleurs la Fondation Vinci, la Fondation Break Poverty et Emmaüs Connect, notamment. C'est une opération qui visait à lutter contre la fracture numérique, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de territoires, et moi, pour le coup, chez Chemin d'Avenir, je suis bien placée pour en parler parce que il y a beaucoup de nos jeunes, de nos bénéficiaires qui n'ont pas du tout accès à Internet ou encore très peu. Et pour vous donner une idée de ce phénomène qui n'est pas à la marge, c'est 23% des jeunes de moins de 20 ans qui grandissent dans des communes de moins de 2000 habitants. Et en fait, donc, beaucoup de jeunes qui n'ont pas accès à Internet ou très peu. Je me souviens d'une jeune avec qui j'échangeais qui me disait moi, dans mon village, j'ai accès à Internet que entre 2h et 5h du matin et encore, c'est pas top. Et d'autre part, je parle pas des familles qui ont plus ou moins accès à un ordinateur. Et effectivement, c'est hyper problématique quand on est dans une période où en fait le numérique, c'est l'unique clé du lien avec l'extérieur et en l'occurrence avec l'école. Pareil, une jeune fille qui me disait qu'elle recevait tous ses cours sur son smartphone et elle recopiait tout à la main. Et donc, on a décidé de prendre part à cette opération Connexion d'urgence. Et dans cette opération, c'est 10 000 ordinateurs et clés 4G Internet qui ont été livrés gratuitement au domicile de nos bénéficiaires. Donc, dans le collectif Mentorat, nous 8, on rassemble 22 000 enfants et jeunes issus de territoires fragiles, donc des QPV ou des territoires isolés. Et donc, parmi nos bénéficiaires, il y en a qui ont pu avoir justement accès à un ordinateur et à une clé 4G Internet. Est-ce que cette crise, donc, elle a mis en lumière cette fracture numérique à laquelle vous, avec le collectif, vous avez essayé de répondre, et sur le plan du mentorat, est-ce que ça a changé le regard? Parce il y a beaucoup de gens aussi qui se sont dit, tiens, je vais m'engager, j'ai du temps, ou est-ce qu'il y a une
comme c'est un lien très fort, le parrainage ou le mentorat, est-ce que ça a changé de regard sur cette initiative? Oui, alors effectivement, suite à cette première opération, on a décidé d'aller un cran plus loin et d'élargir nos actions pour viser d'autres enfants ou jeunes qui sont exposés au risque de rupture pédagogique. Donc, on a lancé l'opération Mentorat d'urgence, qui est en fait un plan de mentorat à l'échelle nationale en lien avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et l'éducation nationale. Et à travers cette opération, on a pu former 4000 binômes, donc enfants, jeunes et mentors, puisqu'on a eu énormément de bonne volonté, donc d'étudiants et d'actifs qui ont voulu s'engager à nos côtés en faveur de la continuité pédagogique. Et donc, ces binômes ont permis un accompagnement individualisé pour les jeunes et les enfants exposés au risque, leur permettant donc d'assurer la continuité pédagogique, de les remotiver, de leur permettre d'avoir accès à des ressources culturelles et éducatives supplémentaires et de combattre leur isolement quand c'était nécessaire. Mais pour répondre à votre question, je pense que donc cette opération, ça a été un bel exemple d'alliance entre les pouvoirs publics d'une part, les citoyens et les associations. Et oui, ça a pu changer le regard sur le mentorat, dans le sens où déjà, ça a été une initiative qui a été très bien accueillie par les professionnels sur le terrain, parce que eux-mêmes, enfin, on sait tous que toutes les équipes pédagogiques et les professionnels ont été surmenés et n'avaient juste pas le temps de s'occuper individuellement des enfants ou des jeunes qui décrochaient. Et les conséquences ont été lourdes d'ailleurs du point de vue du décrochage scolaire. Donc ça a été très bien accueilli par les équipes éducatives, parce que aussi c'est pas en fait le mentorat c'est quoi? C'est pas juste une approche scolaire, c'est aussi un moyen de développer chez le jeune toutes les fameuses compétences du 21e siècle, à savoir la connaissance de soi, la confiance en soi, l'empathie, la bienveillance, la résilience, la proactivité, etc. D'autre part, ça a été aussi, je pense que le regard a un petit peu changé par rapport à tous les bénévoles qui se sont engagés à nos côtés, par rapport au pouvoir public aussi. Et en tout cas, l'opération a été un succès, bien accueilli, et je pense que le mentorat a été identifié comme un des éléments de réponse éducatif face au risque de rupture pédagogique. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, Laura. Maintenant, j'ai des questions. Je pense que tout le monde a bien compris chacun de vos projets, la force, la réactivité, la créativité dont vos structures ont fait preuve pour faire face à cette crise sanitaire. Si on regarde plus vers le futur ou sur les leçons, bon, alors on a bien compris chez Pierre que si on lui demandait de faire la même chose, il y arriverait pas forcément, mais il y a une coopération très forte entre selon les structures, mais les citoyens, les assos, les entreprises, qui a été beaucoup plus rapide que d'habitude. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans l'intérêt général et on sait toujours que parfois on met 2 ans à faire des choses. Et là, on en parlait avec Garde en lien et Connexion d'urgence qui disait, mais on nous aurait demandé, on aurait mis 5 ans, on nous a pas demandé, on a mis 1 mois. Pierre, c'est quoi, selon vous, les clés pour cette coopération rapide et pour qu'elle soit durable? Ouais, ma seule expérience dans l'ESS, en effet, je me dis que c'est hyper bien comme secteur, que ça va à fond par rapport aux entreprises qui sont assez lentes, en fait. Non, le fait que on soit un projet à but non lucratif, ça permet en effet de fédérer un ensemble d'acteurs hyper variés. Nous, on a travaillé avec les pouvoirs publics, la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, il nous a commandé 6 millions de masques. On a travaillé aussi avec le gouvernement, on a travaillé aussi avec la mairie de Paris, donc on travaille avec tout le monde là-dessus. On travaille avec des grosses entreprises, donc je vous parlais de Toyota ou Valeo qui nous ont accompagnés. On a également travaillé avec le monde associatif. On a eu un partenariat assez top avec la Fondation de France qui nous a donné de l'argent pour qu'on fabrique et qu'on donne des masques, notamment au personnel soignant. On a donné plus d'1 million de masques au personnel soignant grâce aux dons de la Fondation de France. On a également eu des partenariats avec des entreprises. Donc, je remercie Vinci pour son accompagnement dès le début du projet. Et c'était assez génial de voir en fait que le projet était soutenu. On a également travaillé avec des associations, je vous disais, des bénévoles. Alors, parce qu'on paye les gens pour faire des masques. Et du coup, les bénévoles, on ne pouvait pas les payer.
Et du coup, on a trouvé un truc qui était assez sympa, c'est que on les payait, on payait 70 centimes du masque, mais cet argent allait à des projets en fait de soutien à l'enfance. Parce que c'est un projet, ça c'était une association du nord de la France, de soutien à l'enfance dans le nord de la France. Et donc c'est plus de 500 000 € en fait qui vont être donnés grâce à ça. Et donc cette fédération des différents acteurs, parce qu'il y a un sentiment d'urgence, je pense que ça, c'est une bonne leçon pour l'avenir, c'est d'essayer de se dire, OK, mais pourquoi on fait pas ça tout le temps, en fait. Et donc, on a envie, et c'est le challenge maintenant, d'essayer de continuer à faire travailler, en fait, tous ces gens ensemble, quelle que soit leur appartenance politique, le fait qu'ils soient dans des petites ou des grosses structures, le fait qu'ils soient dans des fondations, des petites associations, le fait que ce soit des entreprises adaptées, des entreprises d'insertion. C'est ça, en fait, plus que les 22 millions de masques, le truc top dans Résilience, c'est d'avoir créé en fait cet engouement et de faire se rencontrer les gens qui maintenant font aussi, parce que on est sûrement trop lent sur certains trucs, font parfois des projets en fait entre eux. Et donc ça c'est bien parce que nous on n'est pas capable de tout contrôler. Donc si ça permet à des entreprises, des assos de continuer à bosser sur des projets ensemble, je trouve que ça c'est une belle, parce qu'il y aura eu des trucs pas très beaux dans cette crise, mais il y a aussi des trucs formidables. Et quand j'entends vos projets, en fait, je me dis que ça fait du bien aussi ces crises pour essayer de revoir nos modes d'organisation. Merci. Et Yann, pour Andes, donc vous avez connu des très grosses difficultés pendant la crise et vous avez eu le soutien d'un certain nombre d'entreprises vous avez dû vous réinventer. Le modèle de bénévolat aussi, c'est ce que vous avez dit, a complètement changé. Qu'est-ce que vous allez tirer comme leçon de cette réinvention et comment est-ce que vous vous dites que du coup l'avenir doit être plus coopératif ? Alors, il y a plusieurs choses en lien avec votre question. Déjà, il est très clair qu'une partie des modifications de pratiques qu'on a mis en place dans les épiceries vont perdurer. Finalement, le drive, les livraisons, par exemple, peut-être que ça peut rester. Par exemple, pour aller toucher un public plus isolé dans les zones rurales où on peut aller livrer des produits. Voilà, donc il y a des enseignements à tirer sur le mode d'organisation des épiceries. Ensuite, sur la coopération, puisque c'était votre question, hein, sur la coopération, ce qui a été assez spectaculaire en fait pendant la période, c'est que la coopération entre grands acteurs de l'aide alimentaire s'est mise en place, mais est quand même partie très largement du terrain. C'est-à-dire que nous, on se connaît tous, les grandes associations œuvrant dans ce domaine. On a fait des points tous les 15 jours pendant la crise ensemble, mais en fait, on avait un tout petit temps de retard sur l'organisation spontanée qui s'est mise en place sur le terrain, où lorsqu'une structure fermait parce qu'il n'y avait plus de bénévoles ou autre, une autre prenait le relais et accueillait tous les bénéficiaires et inversement. Donc voilà, il y a une coopération spontanée très riche qui s'est mise en place et les épiceries en tireront toutes les leçons pour continuer à travailler avec les autres acteurs. Et puis ensuite, il y a le second étage de la fusée qui s'est mis en place, donc c'est coopération au niveau national. On n'a jamais autant échangé entre nous. Les pouvoirs publics ne se sont jamais autant impliqués dans l'organisation de l'aide alimentaire en France, hein, puisque, si vous voulez, le parti pris est de dire que l'aide alimentaire en France a été historiquement organisée par les associations et que les pouvoirs publics sont là pour accompagner seulement, pour aider, pour financer un peu, bien entendu. Mais voilà, ça arrive dans un second temps. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, pendant la crise, dans un second temps, on a vu toute une nouvelle organisation se mettre en place pour organiser la coopération entre acteurs de l'aide alimentaire. Donc, à ce niveau national que j'évoquais, mais aussi après, donc, dans un second ou un troisième temps, même au niveau départemental, il existe maintenant une nouvelle instance qui n'existait pas par le passé. Les préfets ont pour mission d'organiser la concertation et la coopération entre tous les acteurs de l'aide alimentaire dans les départements. Ça, c'est nouveau. Et l'État nous a d'ores et déjà dit que ça va se poursuivre après la crise. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on discute plus, parce qu'on réfléchit aux besoins non couverts ou mal couverts que l'on pourrait essayer de traiter ensemble. Bref, voilà, il y a tout un tas d'échanges qui se mettent en place finalement à tous les niveaux, au local, au national, et je pense que c'est une très bonne chose pour notre secteur.
Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question. Il y avait... Si, c'est bon, vous inquiétez pas. Nathalie, alors la coopération, c'est Qu'il Patron a été construit sous un mode coopératif, donc c'est déjà dans votre ADN. Et sur le futur, je sais que vous avez pris des engagements, parce que après on pourra avoir une discussion un peu ouverte sur une fois qu'on a fini la crise, même si on est encore dedans, qu'est-ce qu'on fait, quel est l'héritage en fait qu'on a et comment on l'utilise. Et vous, donc, vous avez décidé de vous engager pour le personnel soignant. Et j'aimerais bien que vous nous racontiez comment vous l'avez déterminé, parce qu'en fait, ce que vous pensiez au départ n'est pas ce qui va se passer réellement. Et je pense que c'est une bonne leçon il faut savoir écouter les besoins du terrain pour bien faire les choses. Oui, c'est ça. En fait, le fonds, il a été, on appelle le fonds, mais c'est une association. Donc, il a été créé avec 2 objectifs. Il y en avait un, c'était donc l'aide d'urgence à toutes ces personnes qui se retrouvaient à ne plus pouvoir faire leurs courses. Et la deuxième, c'était aujourd'hui ce personnel soignant dont on sait absolument qu'il est entre guillemets un peu maltraité. Il faut lui apporter un souffle, une envie de continuer un peu à se battre dans cette période difficile. Et donc, on s'était dit, peut-être que pour les aider, on va réserver une poche d'argent et on va leur donner un petit espoir au bout du tunnel en proposant, pour ceux qui n'en auront pas les moyens après, parce qu'il y en a beaucoup, de prendre quelques jours de congé. Et en fait, on a du coup discuté, ça c'était des projets qui étaient nés un peu dans notre tête. On a croisé avec pas mal de gens, des infirmières, des médecins, des urgentistes, etc. Et tous nous ont dit, c'est très sympa, mais en fait, nous, de l'aide, là, on en a plein. On reçoit des paniers repas, on reçoit 1 milliard de dons dans tous les sens. C'est un vrai gâchis. Et en fait, nous, ça nous écœure parce qu'en plus, on sait que dans 6 mois, il y aura plus rien du tout. Personne ne pensera à nous. Et en fait, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Et on avait rencontré une infirmière qui s'appelle Nora, qui est infirmière au bloc opératoire de l'hôpital de Bourges. Et elle nous avait dit, moi, j'ai envie de démissionner, j'en peux plus de l'hôpital public parce que aujourd'hui, on nous demande de prendre soin des patients, mais personne ne prend soin des soignants. Et en fait, cette phrase, elle est restée un peu dans notre tête et elle avait un projet, elle, qui était de dire comment est-ce que je peux prendre soin des soignants en les accompagnant à apaiser tout simplement leur quotidien très difficile. Et on a eu l'idée tous ensemble de créer finalement des salles de repos, des vraies salles de repos. Aujourd'hui, les salles de repos dans les hôpitaux pour le personnel soignant, c'est vraiment un espèce de cagibi dans lequel il y a des chaises qui sont beaucoup, beaucoup moins confortables que celles-là. Et éventuellement, il y a un frigo qui fonctionne. Et donc, du coup, on s'est dit, en fait, si on était capable d'offrir un environnement comme celui-là, presque aussi beau, ça serait déjà énorme pour des gens qui viendraient juste prendre un café, se reposer. Il y en a qui arrivent en covoiturage, qui arrivent 20 minutes avant leur prise de service. Donc, c'est quand même sympa d'avoir un petit canapé. C'est sympa d'avoir peut-être des paniers repas qui sont livrés tous les mois, toutes les semaines, sous forme un peu peut-être d'une AMAP à l'intérieur, etc. Voilà, il y a plein de choses à imaginer. Toute une économie locale autour de ces salles à faire fonctionner et donc tout un réseau de partenariats locaux à faire fonctionner et donc de dire aujourd'hui on peut être donateur sur finalement la salle de l'hôpital à côté de chez moi et faire en sorte que le personnel soignant soit bien un peu mieux loti, on va dire. Voilà. Merci beaucoup Nathalie et Laura, même punition sur l'avenir. Donc la crise a été un révélateur de ce manque d'équipement et de cette fracture numérique extrêmement forte. Il y a la crise qui perdure avec le télétravail, la présence très forte du digital et d'un peu moins de présentiel. Comment est-ce que le collectif envisage de continuer son action pour pallier au fur et à mesure ce manque d'équipement et ce manque d'accompagnement ? Oui, par rapport déjà, on est en réflexion pour poursuivre notre action avec connexion d'urgence, éventuellement. Et surtout, au niveau du plan de mentorat, on est en discussion avec différents ministères parce qu'en fait, l'idée pour nous, c'est que
ce qu'on a fait, c'était un moyen de tester notre projet, de voir que ça marchait, que c'était bien accueilli, etc., qu'il y avait du répondant. Et du coup, maintenant, de proposer tout simplement la possibilité à chaque jeune ou enfant qui grandit en France d'avoir un mentor et de se faire accompagner individuellement. Et j'insiste là-dessus, c'est que le mentorat, c'est vraiment une démarche qui a à double sens. C'est-à-dire que, évidemment, c'est bénéfique aux jeunes ou à l'enfant, mais comme on l'a vu avec tous les retours qu'on a eus des gens qui s'engageaient, c'est très gratifiant. Ça permet de développer des compétences telles que la transmission, la pédagogie, l'empathie, etc., de faire un peu un point sur leur parcours, etc. Et donc, c'est vraiment une démarche à double sens. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est un cercle vertueux, parce que bien souvent, les jeunes qui reçoivent des actions de mentorat, ils veulent rendre ce qu'ils ont reçu. Et du coup, ils s'engagent après à leur tour. Et dernier point, c'est que pendant la crise, et je ne sais pas vraiment quelle forme ça pourrait prendre pour l'avenir, je pense qu'il y aura un mélange de mentorat en présentiel et en distanciel, mais en tout cas, pendant la crise, ça a été évidemment en distanciel. Et c'est un moyen, je pense, très efficace de créer du lien entre les territoires et entre les générations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille et qui nous tient à cœur, parce qu'encore une fois, le mentorat, c'est un élément de réponse éducative. Et je dirais que le mot d'ordre, en fait, après toute cette crise, c'est le mot alliance éducative, c'est-à-dire faire des choses ensemble et mettre tous les acteurs de l'accompagnement des jeunes autour de la table pour avancer dans le même sens, tout simplement. Merci beaucoup, Laura. On arrive bientôt au terme de la table ronde. J'ai une question pour chacun d'entre vous. On est ici, c'est marqué sur le programme, c'est marqué un peu partout pour parler de métier, pour parler de territoire. Je ne sais pas si on peut réinventer la solidarité. Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut réinventer le Made in France? Pourquoi pas? Enfin, le champ est ouvert et on a vu que pendant la crise, vraiment, vous avez chacun fait preuve de créativité et de réactivité. Mais est-ce que, selon vous, après avoir passé ce confinement, bon, il y a la crise qui se prolonge, mais si ce n'est une réinvention du métier et du territoire, est-ce que le regard a changé sur le métier du textile, sur le territoire dans lequel on habite, sur l'agriculteur, sur, pour Yann, le bénévolat et sur l'alimentation, et pour vous, sur l'éducation? Est-ce que vous sentez que les choses sont en train d'évoluer, qu'il y a un nouveau possible? Nous, il y a deux piliers dans le projet Résilience. C'est le projet d'inclusion par le travail, mettre les gens debout, en fait, remettre les gens debout, donc les personnes en insertion et les personnes en situation de handicap. Ça, c'est le premier pilier qui est important pour le projet. Et dès le départ, en fait, de ce projet, on s'est dit, on va faire des masques, mais ce sera le premier étage d'une fusée, en fait, qui doit aller plus loin. Et donc, le deuxième pilier, c'est le textile, et c'est la relocalisation, en fait, du textile en France. Parce que quand on a voulu faire des masques, en fait, on a appelé des gens, et puis en fait, il n'y a pas grand monde qui répondait. Et on s'est rendu compte à quel point la filière avait été massacrée pendant les 30 dernières années. Et là, en fait, alors ça nous engage, mais il y a des acteurs qui essayent, qui se battent depuis longtemps pour relocaliser. Et nous, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice, en fait, pour le futur. Et dès le début, on s'est dit, les masques, ça va durer qu'un temps. Alors malheureusement, c'est un temps qui dure plus longtemps que ce qu'on avait anticipé, mais on s'était dit, on va faire des masques pendant 4 mois, et après, il faudra qu'on fasse autre chose. Et donc, depuis le début de l'été, on a commencé, en fait, parce que on a créé au plus haut de la crise, il y avait 2500 personnes, en fait, dans les entreprises d'insertion et les entreprises adaptées qui travaillaient pour nous. Une partie sont reparties sur leurs activités traditionnelles qui avaient été stoppées pendant la crise. Mais notre challenge, c'est de conserver, en fait, 850 emplois. Donc entreprise d'insertion, entreprise adaptée sur la durée, et voir à le faire grossir. Et donc vu on espère que les masques ça va pas durer 10 ans, on a tout de suite réfléchi à faire autre chose. Et donc aujourd'hui on fabrique déjà et on vend déjà d'autres produits que des masques. On fabrique des tabliers pour Le Bon Coin, on fabrique des tote bags pour L'Oréal, il y a un contrat qui est tombé hier. On fabrique des bonnets et des shorts pour Decathlon. Et de manière pérenne, hein, c'est des contrats qu'on est en train de signer sur le long terme. Et donc ça, c'est des projets qu'on lance, mais notre ambition est un peu folle, mais bon, on se dit, tant qu'à y aller, autant y aller franchement. On veut être le leader européen de la fabrication de t-shirts.
de t-shirts fabriqués à partir de matières recyclées, de coton bio, de chanvre, d'ortie. Et on a Christophe Lépine, qui est un produit textile, qui a d'autres idées pour faire ça. Mais donc l'idée, c'est de dire comment on fait pour que demain, les t-shirts qu'on achète soient produits en France ou en Europe. Et donc, on a une ambition, en fait, et dans les KPI de résilience, dans les indicateurs de performance, il y a cet indicateur de dire que on veut entraîner, en fait, un mouvement pour que les gens s'habillent davantage avec des produits fabriqués près de chez eux. Et donc, et ce qui est intéressant, c'est que ça résonne énormément chez toutes les entreprises du textile que je peux connaître, où il y a un déclic qui s'est fait. Et donc, on espère que cette vague-là va être aussi puissante que la vague des masques. Mais en tout cas, elle est bien partie. Merci. Et Yann et Nathalie, en termes d'alimentation, de solidarité alimentaire aux producteurs, vous aussi, il y a des choses qui ont changé ? Oui, je me permets de commencer. Je crois que la crise a mis en évidence que notre système alimentaire, enfin en l'occurrence notre système d'aide alimentaire pour les plus fragiles, était à la fois extrêmement fragile lui-même, mais aussi très très fort dans sa capacité à rebondir. C'est un système qui est très fragile parce qu'il suffit d'un grain de sable dans les rouages pour qu'en quelques semaines, on se retrouve avec un afflux absolument incroyable de nouvelles personnes qui n'ont plus de quoi manger. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour le bénévolat? Qu'est-ce qu'on fait pour les approvisionnements, etc. Comment on fait face? Enfin, voilà, en un laps de temps très court, on peut se retrouver dans une crise inouïe où ce besoin le plus vital n'est plus assumé pour une frange quand même très significative de la population. Et puis on en a parlé, je ne reviens pas dessus, sur la capacité d'adaptation. Voilà, donc ça, je pense que c'est quelque chose qui a marqué tant les pouvoirs publics qu'une bonne partie du grand public. On a tous entendu parler pendant la crise de ces personnes dans la difficulté pour se nourrir. Et voilà, je pense que le regard ne sera plus tout à fait le même sur le système à l'avenir. Un second point, après je passe la parole, je pense qu'on comprend mieux aussi aujourd'hui que l'aide alimentaire ne peut pas se réduire à fournir des repas et des colis gratuits à des personnes en situation de précarité extrême. Cela, évidemment, il faut leur proposer quelque chose, mais tous ces nouveaux publics fragiles, on doit pouvoir leur proposer une solution qui réponde à leurs besoins, qui ne les stigmatise pas, qui les responsabilise aussi peut-être un petit peu. Et bref, vous l'avez compris, nous, la conclusion qu'on tire, c'est que le modèle des épiceries avec la participation financière, avec un accompagnement social et plein d'autres choses dont on n'a pas parlé aujourd'hui, sort un petit peu renforcé, et c'est pas une très bonne nouvelle, hein, bien entendu, mais sort un petit peu renforcé de cette crise. Et c'est la raison pour laquelle on se prépare à organiser des ouvertures en grand nombre de nouvelles structures. On a toute une démarche dont j'ai pas eu le temps de vous parler, il y a trop de choses à dire, pour créer 100 nouvelles épiceries. Il y a une charte nationale des épiceries sociales et solidaires qui vient d'être publiée. On a eu la chance d'avoir Olivier Véran au début du mois qui a visité une épicerie pour le lancement de cette charte. Donc c'est une reconnaissance très forte pour ce modèle, donc qui a vocation à se développer pour mieux répondre aux besoins plutôt que d'orienter tous les publics vers une forme un petit peu extrême de cette aide alimentaire. Voilà. C'est une partie des leçons qu'on tire de notre côté. Bon, on essaiera de prendre un peu de temps après avec les questions, puis peut-être que, s'il y a des gens qui sont intéressés, pour avoir un échange informel sur ces questions. Nathalie, rapidement, c'est une question très similaire à celle de Yann. Oui, moi j'aurais tendance à parler de 2 points. Le premier, ce serait que, en fait, encore plus, de notre côté, c'était déjà entamé, mais encore plus, on constate que les gens ont désormais envie de en tant que citoyen, de consommateur, on a envie de se reprendre en main, de vraiment maîtriser beaucoup plus de bout en bout tout ce qu'on fait et de le contrôler, de le vérifier, d'en avoir la certitude. Donc nous, c'était un peu déjà comme ça qu'on travaillait et on va encore plus pousser la transparence, le contrôle, la vérification par les consommateurs directement. Donc voilà, pour aller dans cette réassurance aussi.
Et le deuxième point, c'était par rapport aux producteurs, aux agriculteurs. Effectivement, je pense que ce que cette crise a montré, c'était que on a besoin effectivement de local, de made in France, de national. Et il faut vraiment absolument faire en sorte que ces producteurs aujourd'hui puissent continuer à faire leur travail, qu'on puisse avoir des productions diversifiées, parce que si on fait que de la céréale, on va pas aller bien loin. Et c'est aussi, il y avait des exemples pendant la crise qui ont montré que effectivement, il y a des producteurs qui ont dû jeter toute leur production parce qu'en fait, ce sont des productions qui sont manuelles. Par exemple, aller ramasser des asperges, aller ramasser des fraises, ça se fait pas avec une machine, c'est forcément des gens. Donc quand il y a plus personne pour ramasser, quand c'est le confinement, ou alors que les gens qui viennent, finalement repartent parce que c'est trop difficile, ça marche pas. Donc ça montre bien qu'il y a quand même une valorisation de ce travail qui doit être faite parce que c'est vraiment des métiers difficiles. Merci beaucoup. Comme d'autres. Merci beaucoup, Nazi. Et Laura, même question, est-ce qu'il y a un changement de regard sur l'avenir de cette France périphérique? Je vais y aller très rapidement. Je pense que cette crise, elle a creusé les inégalités en matière d'éducation, ça c'est clair et net. Je pense que les conséquences qui sont assez désastreuses au niveau de la continuité pédagogique, elles commencent à se faire ressentir, ou en tout cas elles vont se faire ressentir en cette période de rentrée qui est compliquée pour plus d'un jeune. Je pense qu'elle a mis en évidence aussi qu'il y avait vraiment tout un travail à faire pour avoir une culture de la coopération, notamment au sein de l'éducation nationale, qui n'est pas forcément évidente. Je pense qu'elle a mis en valeur aussi qu'il y avait un gros besoin sur l'accompagnement à la parentalité, le soutien à la parentalité pour les familles les plus modestes, pour les familles qui ne parlent pas français, qui ne savent pas comment accompagner leur enfant, qui n'ont pas les ressources ou le temps nécessaire. Et je pense qu'elle a mis aussi en valeur certaines réalités des territoires qu'on a tendance à oublier, notamment le fait que certains territoires en France aujourd'hui ne sont pas connectés, n'ont pas accès à Internet. Et j'espère vraiment, en tout cas, j'ai bon espoir que cette crise aura mis un coup de projecteur sur la jeunesse des territoires. C'est vrai qu'aujourd'hui en France, quand on parle d'éducation des chances et d'égalité des chances dans l'éducation, on parle beaucoup à l'accompagnement des jeunes de banlieue. Ce qui est tout à fait indispensable, mais je pense aussi que la jeunesse des territoires n'est pas un sujet qui est pris en compte par les pouvoirs publics. Or, c'est indispensable que l'État s'empare de cette question et s'engage là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre parole sincère. Je vous garde avec moi pour les questions qui vont venir après, mais je voudrais inviter Monsieur Pierre Copé, qui est directeur général adjoint de Vinci, à prendre la parole pour un temps de conclusion. Et je sais que vous avez piloté de près l'opération d'urgence de la Fondation. Est-ce que c'est bon, vous avez un micro? Je ne sais pas si vous êtes bien placé pour être filmé en revanche. C'est bon? Super. Merci. Je suis navré, je ne sais pas parler avec un masque. En deux mots, oui, alors je suis patron de Vinci Autoroute et j'ai par ailleurs le bonheur de m'occuper de quelques sujets passionnants comme celui de la Fondation Vinci pour la Cité. D'abord, je voudrais dire mon adhésion et mon admiration pour l'ensemble des témoignages de cette table ronde, sur lesquels je pense que tout commentaire amoindrirait la portée des propos. Je voudrais faire simplement 2-3 remarques. La première, c'est que cette crise a été l'occasion de redécouvrir des choses élémentaires. Moi, j'ai vu ça aux premières loges comme concessionnaire d'autoroute. On a redécouvert que les éboueurs ramassaient des poubelles, que les camionneurs camionnaient, que les transporteurs transportaient, que les filières d'approvisionnement, tout ce qui fait vivre notre société qui est malade de sa communication, chacun l'avait oublié et cette crise a mis en valeur des gens ou des fonctions qui avaient disparu. Ça, c'est ma première remarque sur laquelle on pourrait élaborer longtemps, mais je pense que le faisant, on revalorise, on change le regard et on revalorise des fonctions ou des activités qui avaient disparu dans le regard de la société, notamment d'ailleurs celle des soignants. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que cette affaire du Covid est une crise profonde qui a tout mis par-dessus tête, qui a tout mis cul par-dessus tête et qui a tout bouleversé. Je ne crois pas que ce soit une guerre
Je suis en total désaccord avec ce terme parce qu'on mène pas la guerre contre un ennemi invisible. Je pense en revanche que c'est une occasion d'établir une dynamique collective de résistance parce que c'est une affaire de résistance individuelle et de résistance collective. C'est pas pareil parce que la résistance c'est l'affaire de tout le monde, pas la guerre. Et donc je crois que ce phénomène de crise et de transformation et la prise de conscience par chacun de la nécessité de résister collectivement à cette catastrophe sont des phénomènes qui sont très transformateurs sur le regard qu'on peut porter sur nos activités. Évidemment que cette histoire géniale des masques dont je suis support et client avec notre ami Thibault, vous l'avez très élégamment raconté, mais bon, vous faites du tâcheronnage, c'est interdit le tâcheronnage en France. Vous faites du tâcheronnage dans des conditions. Tout ce que vous faites est totalement illégal au regard du droit du travail et du droit de la concurrence. Et c'est le bordel ambiant qui vous a permis de le faire. Et vive la crise pour ce qu'elle autorise de bouleversements de systèmes qui se sont figés à force de réglementation, d'inertie ou de manque d'entrain. Donc vive la crise et vive les entrepreneurs qui, dans les interstices qui s'ouvrent dans la crise, trouvent l'envie et la capacité à faire leur chemin et à générer du business. Enfin, du business ou de l'activité ou de nouvelles formes de consommation ou de nouvelles formes de solidarité, mais ça aussi c'est du business. Alors, un mot sur, je pense qu'on avait avec la petite équipe de la Fondation l'intuition de tout ça quand la direction générale de Vinci a décidé d'allouer 10 millions d'euros à un projet de support par la Fondation Vinci de toutes les personnes qui sont en première ligne dans la lutte contre le virus, les personnels de santé, le monde éducatif et le monde du social. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est simplement contenté d'aider. Je ne vais pas reprendre tous les exemples que vous avez cités, notamment les enfants des écoles et tous ceux qui sont dépourvus d'accès à Internet ou simplement d'ordinateurs. On a distribué, je crois, 3000 ordinateurs. On a développé et favorisé des opérations de mentorat. Et on a vu des choses simples. D'abord, il faut faire confiance, vous l'avez dit. La base de l'entrepreneuriat, c'est de faire confiance. Et on a aidé plusieurs centaines de projets associatifs et plusieurs centaines d'initiatives. Et il n'y a pas eu de bug. On n'est pas tombé sur des marlous ou sur des gens malhonnêtes, on est tombé dans une dynamique de solidarité qui était éclatante. Tout le monde avait envie de contribuer et on ne s'est pas du tout trouvé en difficulté. On n'a eu que l'embarras du choix parce qu'on aurait pu aider encore beaucoup d'autres projets. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette espèce d'élan collectif de solidarité qu'a révélé la crise, on a trouvé des initiatives, des bonnes volontés et des entrepreneurs de tout poil et de tout genre. Et je pense que cette crise a ceci de formidable qu'elle a fait émerger de nouvelles solidarités, de nouvelles marges de liberté et de nouveaux entrepreneurs sociaux. Et moi, je me réjouis beaucoup de ça et je me réjouis également beaucoup qu'on soit capable d'entretenir ça et de pousser d'autres initiatives. Je veux dire que ce lieu, Léonard et la Fondation Vinci, ont évidemment l'ambition d'être un point de rencontre ou un point d'échange ou un point de fédération ou un point d'encouragement de ce type d'initiative. Et ce que nous faisons avec Léonard, avec ce lieu, et ce que nous faisons avec la Fondation Vinci, c'est bien dans l'idée d'encourager, d'amorcer des projets innovants. Alors, en deux mots, nous avons dans les nombreuses initiatives de la Fondation un point d'intérêt et de focal particulier qui est les joint ventures sociales que nous avons développées, qui sont, je pense, une expression tout à fait novatrice de ce qu'on est susceptible de faire de façon féconde en combinant les savoir-faire des entreprises et la capacité d'accompagnement des associations.
en faisant vivre ensemble des savoir-faire métiers et du travail social pour accompagner vers l'emploi et vers l'activité économique des personnes en situation d'exclusion. On l'a fait dans le domaine de la logistique, dans le domaine des approvisionnements de chantier, dans le domaine de l'entretien d'espaces verts, dans le domaine du facility management. On a plusieurs initiatives dans ce domaine. Ça nécessite énormément d'opiniâtreté et de constance dans l'effort. C'est très difficile de remettre des gens au travail. C'est très difficile d'accompagner, de faire l'accompagnement social de personnes en situation d'exclusion vers le travail. Mais je pense que ce que nous arrivons à faire dans la forme d'expression solidaire qu'est une JV, puisqu'elle combine des savoir-faire métiers et une ambition sociale, cette capacité à faire fonctionner en phase de l'économique et du social, je pense que c'est une expression solidaire tout à fait utile, avec un très bon retour sur investissement, puisque on amène à l'autonomie et à l'emploi des personnes qui en sont exclues. Et je pense que quand on voit cette initiative, vous auriez dû les faire roses ou verts, ces masques, parce qu'ils sont synonymes d'espoir. On voit bien qu'on arrive dans des contextes aussi bouleversés et aussi transformants à générer de nouvelles solidarités, de nouvelles collaborations et des projets qui sont, je crois, porteurs de transformation. Voilà ce que je pouvais dire dans les 4 minutes que j'ai dû doubler. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Copé. On va prendre maintenant des questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions dans le public physique? Parce qu'après, il y a le public digital aussi, ou des réactions, ou des envies d'échange. Oui, alors, en fait, on m'a expliqué qu'il faut vous lever et aller parler au micro qui est juste là, en gardant votre masque aussi. Je suis désolée, ça fait un peu maîtresse d'école, mais vraiment, je suis studieuse. Bonjour à tous. Moi, j'ai été frappé par 2 chiffres. Donc, le premier qui était de viser 800 embauches, et monsieur qui parlait de 8 millions de gens qui bénéficiaient d'aide alimentaire. J'ai du mal à parler avec le masque aussi. Mais enfin, bon, c'est quand même assez frappant. On parle de 0,01%. Et je me dis que vos actions sont, c'est vrai, formidables, mais la question suivante, c'est comment structurer tout ça? Comment faire qu'on passe de 0,1% à, je sais pas, l'ambition peut-être 10, 20, 30%, 40%. Et à mon sens, ça passe par transformer l'action associative en une action entrepreneuriale. C'est-à-dire structurer tout ça, en fait. Structurer le fait que demain, ça soit du travail pour tout un chacun et pour ces gens qui ont perdu leur travail. C'est ça, en fait, c'est ça qui me frappe dans vos chiffres, en fait, que je n'avais absolument pas en tête. Et de se dire, ben voilà, en fait, il faut enclencher quelque chose. Il faut vraiment passer quelque chose de beaucoup plus structuré. Moi, je voudrais dire un mot sur l'aide alimentaire, parce que en tant que président d'association, j'ai un peu été, j'ai vu fonctionner, j'ai vu arriver dans les distributions alimentaires de Paris gérées par l'association Aurore des publics qu'on n'y attendait pas. L'économie, ça marche avec des flux. Quand tout s'arrête, les flux s'arrêtent et vous avez des quantités impressionnantes de personnes en difficulté. Et moi, j'ai vu à la distribution du carreau du Temple géré par l'association Aurore des jeunes entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, des étudiants aux distributions alimentaires, évidemment des familles, des femmes seules et des situations incroyables, inimaginables de détresse et d'attente et de besoins urgents parce que le besoin alimentaire est un besoin élémentaire qui ne pouvait pas attendre. Je veux simplement dire que d'abord, ça a mis en lumière des fragilités. Je pense que ça aussi, et c'est une source d'espérance ou de satisfaction, ça a aussi généré des solidarités nouvelles. Moi,
j'ai eu le bonheur d'organiser des distributions alimentaires en lien avec la FNSEA qui savait plus quoi faire d'un certain nombre de ces produits, qui avait pas du tout imaginé aller sur ce terrain-là. Donc voilà, il y a aussi des choses très positives dans la connexion des différents univers, qu'il s'agisse des univers entrepreneuriaux, agricoles ou associatifs. Et la réponse à votre question, comment on fait, je pense qu'elle est beaucoup dans le rappel que les solidarités, ça ne peut pas fonctionner que verticalement. On a, je crois, eu beaucoup tendance à nationaliser l'action sociale et à étatiser l'ensemble des financements. Et je pense que l'expression des solidarités, quand vous faites un fonds associatif, chapeau, et l'expression des solidarités, ça ne peut être qu'horizontal et ça ne peut être que la fédération d'initiatives et de générosité ou d'ambition personnelle, et ça ne peut pas être, ça doit être mis en réseau et ça ne peut pas fonctionner que de manière verticale. Merci. Donc, pour répondre sur la question, si je résume, c'est comment structurer le secteur associatif pour qu'il soit aussi créateur d'emplois, etc. Moi, je pense qu'on peut parler plus généralement peut-être d'économie sociale et solidaire, parce que quand vous êtes entrepreneur social, le premier truc qu'on vous apprend, c'est le statut ne fait pas la vertu. Ce qu'on a des coopératives, des associations. Moi, j'ai une SAS agréée ESUS, donc en fait, les statuts sont assez divers. Mais du coup, peut-être c'est pour Yann et Pierre cette question de comment on structure ce secteur. En fait, le statut à but non lucratif, en fait, ça définit pas la façon dont on fonctionne à l'intérieur de la structure. Moi, hier soir, j'ai fait 1h30 sur le budget, les KPI des 5 derniers mois, des 4 prochains, de l'année prochaine, etc., avec l'équipe, avec le directeur financier et l'équipe. Ça ressemblait fort à ce que j'avais fait le reste de ma journée dans les entreprises que j'anime. Et donc, pour moi, j'aurais trois réponses en fait à votre question. C'est le premier, c'est la force de l'association, c'est de permettre aux gens de travailler ensemble, donc continuer à bosser ensemble. Le deuxième point, c'est ne mettez pas trop de structure et laissez les énergies éclore et les gens se bouger, parce que je pense, et Pierre Coppel le disait, on l'a vu pendant la crise, mais l'homme est bon, et donc faisons confiance. Et le troisième point, c'est je crois beaucoup en l'entrepreneuriat, qu'il soit social, solidaire ou l'entrepreneuriat en général, parce que les entreprises, je sais pas, vous connaissez les entreprises à mission, Bicorp, etc. Et Vinci, je pense, en est un bon exemple, mais toutes les entreprises se rendent compte que le capitalisme pur et dur n'a pas d'avenir, parce que vous allez vous faire jeter des cailloux par vos clients et vous allez recruter que des collaborateurs nuls si vous n'avez pas une mission autre que juste gagner du fric. Et donc, premièrement, c'est bosser ensemble. Deuxièmement, mettez pas trop de règles. Et troisièmement, saluer toutes les initiatives entrepreneuriales que vous pouvez voir, parce que c'est juste comme ça qu'on pourra faire. Chacun comme le colibri, chacun à sa façon. Mais c'est vraiment essayer de se mettre en dynamique, parce que si on attend que ça vienne d'en haut, on peut attendre longtemps. Pour un petit complément, je pense que ce que vous appelez de vos voeux est en fait une tendance qui a commencé. Il y a un mouvement de concentration du secteur associatif qui est en cours, un mouvement de professionnalisation de ce secteur. On plaisantait avant la conférence sur le fait qu'il y a une forte tendance maintenant à mettre dans les associations des gens qui ont fait des études de type école de commerce. Je ne dis pas que c'est ça qui va tout changer et que c'est voilà, mais c'est une tendance. Donc ça révèle quelque chose. Ce mouvement de professionnalisation, il est en cours. Alors, j'en parle d'autant plus volontiers que nous, chez Andes, on a la particularité de faire partie du groupe SOS, qui se veut un peu le porte-drapeau de cette professionnalisation du secteur et de l'entrepreneuriat social, en se regroupant, en mutualisant et en gérant finalement des dispositifs pour le bien commun, mais de la manière la plus professionnelle possible. Un ancien credo du groupe était, il y a quelques années, mettre l'efficacité économique au service de l'intérêt général. J'aimais bien, on est passé à autre chose dans la communication, mais je trouve que cette phrase-là, elle veut dire quelque chose.
Voilà, et donc je ne sais plus lequel d'entre vous deux tenait un propos assez proche, mais voilà, oui, voilà, c'est toi, Pierre, il me semble. Le fonctionnement des structures sociales ressemble un petit peu, en tout cas sur certaines fonctions, et de plus en plus à celui des entreprises, puisqu'il y a des choses bonnes à prendre des deux côtés. Voilà, ça ne veut pas dire que sur le terrain, ça transforme tout, que ça bouleverse les pratiques sociales au sens strict, mais dans l'organisation de nos structures, c'est une tendance de fond. Et oui, on se retrouve à regarder des résultats, les chiffres, piloter les grands indicateurs économiques, etc. Et puis enfin, un dernier élément qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire là, pour se mettre au niveau des besoins, compter sur le secteur associatif et sur l'entrepreneuriat social, sur la question de l'aide alimentaire. C'est pas simple, c'était une partie de mon propos, mais on arrive à faire face. Le vrai enjeu, et je suis navré de conclure un peu sur un lieu commun, c'est évidemment de faire en sorte qu'il n'y ait pas ces 8 millions de personnes et qu'on n'ait pas besoin de s'organiser pour s'en occuper, quoi. Voilà, mais ça, c'est un autre sujet. Merci beaucoup, Yann. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public physique avant de parler? Alors, je suis désolée, je lis, et je suis myope, mais avec le masque, les lunettes, c'est compliqué. Il y a une question qui, si on avait Olivia Grégoire, elle répondrait sans doute plus facilement que nous, qui est dans le prolongement des solutions à apporter face à la crise. Comment l'entrepreneuriat local et inclusif peut-il être le plus possible un pilier majeur de la relance, et donc de notre société de demain? Donc, on a 1/100 l'ESS financièrement du plan de relance, mais selon vous, comment est-ce que ça peut être un pilier de la société de demain? Là, personne ne veut répondre. Moi, je vais tenter un petit bout de réponse. Je pense que au-delà de l'ESS, comme on disait, des formes associatives, entrepreneuriales, etc., le vrai plan de relance, je pense que moi, je l'imagine, il passera par l'humain, par les gens qui se reprennent en main, qui se fédèrent, peu importe sous quelle forme, et qui poussent tous dans une seule et même direction, qui est, on va dire, une banalité, mais le bien commun. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a peut-être eu la crise a permis ça. Il y en a quelquefois des petits sursauts comme ça. Et là, on a eu une espèce de sursaut, je trouve, humain et de retrouver un peu nos valeurs profondes. Chez certains, c'était déjà très marqué, chez d'autres peut-être un peu moins, et donc ça a permis cette révélation-là. Et aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on est capable de tous s'asseoir autour d'une table et puis et pousser dans cette direction. Mais voilà, c'est juste un petit bout de réponse. Et un tout petit bout peut-être en complément, je pense que ça passe aussi par le fait de, très concrètement, ne pas scinder dans un plan qui contient un certain nombre de lignes avec des montants très importants derrière, ne pas dire il y a un petit bout pour ce secteur-là et puis après tout le reste, on ne le regarde pas. Non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Les entreprises et associations de nos secteurs sont en mesure d'aller répondre à des appels à projets thématiques qui ne sont pas initialement fléchés vers les associations, vers l'entrepreneuriat social. Donc, il y a effectivement 1/100 du plan de relance qui est spécifiquement sur les associations de lutte contre la précarité. Mais en fait, il faut qu'on soit tous ambitieux pour aller chercher d'autres aspects de ce plan de relance auquel on peut répondre. Moi, je saisis l'occasion pour dire que je pense qu'il y a un mauvais débat qui a été poussé par un certain nombre d'associations récemment, consistant à attaquer le plan de relance au motif qu'il n'était pas assez solidaire ou pas assez fléché sur les associations. Je ne crois pas ça. Je pense que la relance est faite pour relancer l'économie. Je pense que les politiques sociales sont déjà très abondamment financées. Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire sur l'hébergement d'urgence, beaucoup de dispositifs à financer. Mais aujourd'hui, attaquer le plan de relance comme le font un certain nombre d'acteurs au motif qu'il n'est pas fléché vers la pauvreté me paraît un contresens qui fait perdre du temps à tout le monde et un espèce de relan d'étatisme dont on n'a pas besoin. Et la réponse à la question que vous posez sur comment on fait, on fait comme on a dit. C'est-à-dire que je pense que toute la dimension entrepreneuriale qui a été mise en valeur dans les différentes contributions de ce matin et toute la dimension foisonnante des projets qui a été démontrée dans cette période de crise
doit être encouragée. Et je pense que plus on arrivera à développer les initiatives entrepreneuriales, les partenariats et les solidarités, plus on sera légitime à demander de l'argent public pour faire les comptes quand ça vole pas tout seul. Mais les bonnes idées ont en général, et vous l'avez très bien démontré, trouvent en général leur financement. Donc, cultivons la dimension entrepreneuriale qui a été très bien mise en valeur au cours de cette crise. Merci. En fait, je rebondis sur ce que vous dites. Je comprends tout à fait. Et en fait, je pense qu'on est une période de transition pour le secteur. Et quoi qu'on en dise, la dimension entrepreneuriale, elle est présente. Enfin, Pierre en est un très bon exemple. Mais est-ce qu'on est vraiment assez solide? Est-ce que les entreprises de l'ESS ou les associations, d'ailleurs, vous pensez, sont prêtes à répondre à des appels d'offres qui n'ont pas une part réservée comme les JO, etc. Peut-être que je me fais pas du tout le porte-parole du secteur, mais comment est-ce qu'on fait pour les accompagner pour qu'elles aient les codes, justement pour entreprendre et pour rentrer dans l'économie normale et couper cette différence entre la subvention, l'appel d'offres aidé ou l'achat aidé et puis l'économie normale? En étant entrepreneur, je pense que quand on fait le bilan des joint ventures sociales montées par Vinci avec Ares, avec Lavarap et avec d'autres, ce qui est dimensionnant, c'est pas l'argent public. Ce qui est dimensionnant, c'est la capacité à monter des équipes, à les staffer, à les recruter et à les amener vers le travail. Et je peux vous dire que il y a aujourd'hui tout sauf un problème de moyens sur le financement et le développement de ces JV. Le problème est tout sauf financier. Le problème n'est en rien une question d'argent public ou d'ambition. C'est que c'est très difficile et que c'est très long et qu'il faut beaucoup d'opiniâtreté managériale pour arriver à porter des projets et à les faire vivre comme ceci. Et donc, quand on dit que il faut manager les assos en mettant des KPI et en mettant des jeunes diplômés et en les professionnalisant, je pense qu'on est dans la vérité. Je pense que quand on dit qu'il faut mettre des dimensions entrepreneuriales dans la gestion des projets solidaires, je pense qu'on est également dans la bonne tendance. Et je pense qu'il faut, sur ces sujets, à la fois multiplier les initiatives en prenant des risques, à la fois multiplier les acteurs et les formes d'intervention de manière à hybrider et diversifier les approches. Et puis, je pense que, au fond, toutes les fois on crée des points de contact entre acteurs publics, acteurs privés et acteurs associatifs, on fait œuvre utile dans ce sens. Juste là-dessus, on a un sujet en ce moment, c'est qu'il y a un appel d'offres de l'État pour fabriquer des masques. Et en fait, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on s'est dit, on va répondre ensemble. On a un réseau, et donc on est en train de répondre ensemble, en fait, avec une grande partie des ESS de France, parce que on parle de 50 millions de masques. 50 millions de masques, c'est beaucoup d'heures de travail. Et donc, si les gens ils vont individuellement, chacun en disant moi je vais prendre 1000 masques, pour le donneur d'ordre, c'est pas possible. Et donc, la capacité à travailler ensemble, dont je parlais tout à l'heure, elle est clé. Et donc après, par contre, il faut un peu d'intelligence collective en disant bon, ok, comment on se répartit la marge, de la transparence. Moi, j'aime beaucoup et je crois beaucoup à ce que fait C'est qui le patron sur le fait de dire si on est transparent, en fait. On s'évite pas mal d'heures de réunion parce que les gens ont les infos avant d'aller en réunion. Donc, je pense que cette capacité à être transparent, à avoir envie de travailler ensemble et pas forcément pour sa paroisse, c'est une bonne façon en fait de rendre l'ESS plus puissant. Moi, j'avais été frappé quand j'ai découvert ce milieu-là par en effet le nombre d'initiatives qui sont top, mais qui restent à un niveau en fait de TPE, on va dire, si on compare, de moins de 10 personnes, alors que, comme le disait monsieur tout à l'heure, les besoins sont immenses. Je pense que première chose, c'est donner du boulot aux gens, comme ça on aura moins de boulot dans les ESS, mais si c'est pas le cas, et ce sera pas le cas à court terme, mais au moins dans les 3 ou 4 prochaines années, c'est comment on fait franchir un step de compétences humaines. Moi, je passe mon temps, en fait, mon principal job, c'est de recruter des gens
qui sont très très bons, en leur disant on va pas bosser là-bas, viens bosser chez nous, tu seras un petit peu moins bien payé, mais par contre tu pourras raconter le samedi soir que ce que tu fais, ça contribue à changer le monde. Et donc, et ça c'est vraiment une grande richesse. Et moi, je vois dans toutes les ESS que je rencontre, le niveau des gens par rapport, enfin, les gens, ils ont le niveau des gens de chez Google ou de chez Toyota, et parce que les entreprises qui ont un sens et une mission, elles attirent les talents aujourd'hui. Donc ça, c'est une grosse, je pense que c'est la principale chance de l'ESS, c'est de réussir à attirer les talents aujourd'hui. Dans 10 ans, l'ESS va tout casser. Je vois que c'est une parole prophétique. Si je peux rajouter également quelque chose pour appuyer, c'est que effectivement, nous, on a remarqué dans nos diverses activités que l'argent, il est là. Il n'y a pas de problème d'argent en France, ni dans le monde, je pense pas. Mais il est très, très mal réparti, très mal fléché. Et en fait, ce dont on manque tous, je pense, autour de cette table, mais après plus vastement sur tous ces petits projets qui sont méconnus, c'est en fait c'est ce fléchage de l'argent où en fait aujourd'hui, si on prenait peut-être 1 centime par produit vendu pour ramener des centimes vers ces projets-là, pour les faire connaître, pour les faire travailler ensemble, pour les faire progresser, là on commencerait vraiment à changer le monde et à faire émerger complètement. Et finalement, c'est des très très grosses structures qui voilà, ou des fonds, des banques. Vraiment, nous, récemment, on a eu des expériences un peu étonnantes avec des banques qui nous appellent et qui nous disent mais on a les poches pleines, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, quoi. Enfin, vraiment, mais c'est incroyable. Et nous, on leur dit mais on n'en veut pas. On n'a rien à vous faire financer. On va pas se mettre des financements sur le dos pour rien. Et en fait, c'est de dire mais allez les donner à des trucs qui en valent la peine, quoi. Arrêtez de les investir n'importe où mais fléchez votre argent. Vous pourrez communiquer dessus. Et derrière, ça servira à une noble cause, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu mon mot d'appel. Merci. Je vous laisse conclure, on doit laisser le plateau. Non, je voudrais, en écho à ce qui vient d'être dit, dire que le projet dont l'association Aurore est le plus fier, c'est le projet des Grands Voisins qui finira dans quelques jours à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. C'est un projet qui a hébergé 700 personnes et accueilli plusieurs centaines de start-up et d'initiatives entrepreneuriales. Et c'est un projet qui a vécu avec des équipes qui étaient autour de l'association Aurore, comme Yes We Camp ou comme le Plateau Urbain, qui sont des gens qui revendiquent de fonctionner de la manière la plus frugale possible avec l'argent public et qui revendiquent des démarches entrepreneuriales. Et quand on voit la fécondité de ce projet, je pense que c'est une démonstration de ce que quand on est capable de fédérer des savoir-faire, des équipes, des initiatives, des entrepreneurs et des gens mus par la même ambition solidaire, on arrive effectivement à faire beaucoup de choses. Et je pense que c'est un bon réflexe que de se demander avant d'aller chercher des financements publics comment on peut trouver sa propre économie à une activité solidaire. Je dois vraiment aller m'occuper de mes activités économiques et donc je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci et merci beaucoup à tous les intervenants. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Salut.